J'étais allé mendiant de porte en porte sur le chemin du village lorsque ton chariot d'or apparut au loin, pareil à un rêve splendide, et j'admirai quel était le roi de tous les rois. Mes espoirs s'exaltèrent, et je pensai, c'en est fini des mauvais jours, et déjà je me tenais prêt dans l'attente d'aumônes spontanées et de richesses éparpillées partout dans la poussière. Le chariot s'arrêta là où je me tenais. Ton regard tomba sur moi, et tu descendis avec un sourire. Je sentis que la chance de ma vie était enfin venue. Soudain, alors tu tendis la main droite et dis: Qu'as-tu à me donner? Ah, quel jeu royal était-ce là de tendre la main au mendiant pour mendier. J'étais confus et demeurai perplexe. Enfin, de ma besace, je tirai lentement un tout petit grain de blé et te le donnai. Mais combien fut grande ma surprise lorsqu'à la fin du jour, vidant à terre mon sac, je trouvai un tout petit grain d'or parmi le tas de pauvres grains. Je pleurai amèrement alors, et je pensai: que n'ai-je eu le cœur de donner mon tout? Je m'appelle Michel, j'ai 34 ans et je suis malade du sida depuis 2 ans, depuis 91, Oui. en ayant eu une séropositivité déclarée en 1990. Comment vous l'avez appris? Ma séropositivité, Oui. parce que je faisais des tests assez régulièrement, donc je l'ai appris en faisant ces tests. Bon, comme j'étais célibataire, comme beaucoup d'autres personnes, donc j'avais disons des rencontres multiples, non, mais enfin disons je rencontrais des gens avec qui je sortais, ça ne marchait pas, j'essayais de rencontrer quelqu'un d'autre, comme tout à chacun. Et je faisais, donc dans ces périodes, je faisais des tests pour comment prévenir au cas s'il y avait un problème. Et bon, un jour j'ai appris la nouvelle. J'ai appris la nouvelle, alors très sereinement, parce que j'y étais prêt depuis un moment, disons. Pour moi, c'était une éventualité qui n'était pas... j'y étais prêt. J'y étais prêt, pas dans le sens où je faisais tout pour comment dire, pour avoir la maladie, parce que ce serait complètement fou, mais dans le sens où je me disais, bon, il y a quand même des risques, même en prenant toutes ces précautions. Alors je me suis dit, comme moi j'ai toujours été quelqu'un disons, qui me suis battu dans ma vie et qui n'ai pas eu tellement de chance. Donc il a fallu que je me batte justement par ce manque de chance. Il a fallu que je conquérisse tout, en fait tout. Ça a été depuis tout petit sous le plan affectif, ça a été c'était dans la vie, quoi. Ça a été pour essayer d'avoir disons un petit statut, bon, alors que bon, j'étais élevé dans un milieu défavorisé. Bon, j'ai essayé quand même d'avoir une éducation, j'ai essayé d'avoir un statut professionnel, à essayer de concilier ma vie privée avec ma vie professionnelle, tout
en essayant de faire quelque chose pour les autres, quoi. Parce que pour moi, personnellement, c'était avant tout aider les autres. J'ai tout de suite occulté. C'était, si vous voulez, j'ai un peu réagi comme une machine avant d'être un individu. J'ai vraiment réagi comme une machine. Je me suis dit, Michel, bon, il t'arrive une chose, là c'est important, là ton existence va basculer dans un autre état. Donc là tu franchis une frontière d'un être sain, tu passes dans un être qui est atteint d'un virus qui est mortel. Voilà. Bon, pour l'instant, tu es séropositif, pas de problème. Donc, il faut changer ton hygiène de vie. C'est-à-dire, moins sortir, essayer de faire plus de sport, essayer de manger plus diététique. Voilà, pour essayer disons, de garder cet état de séropositivité. Ça n'a pas été une réussite. La preuve, c'est qu'1 an après, j'ai déclaré la maladie. J'ai déclaré la maladie parce que pour peut-être plusieurs raisons. Bon, j'avais déjà un terrain, ma mère est morte d'un cancer très jeune. Donc j'avais peut-être moi-même un terrain. Et puis en plus, je suis parti en Pologne pendant 1 mois en vacances. Et j'étais à la frontière est de la Pologne, donc à 200, 250, 300 km maximum de Tchernobyl. Alors ça n'a peut-être pas arrangé les choses non plus. Et quand je suis rentré en France, bon, j'ai déclaré la maladie avec les Kaposi, tout ça. Et je l'ai déclaré, et puis bon, ben, j'ai été hospitalisé. Et bon, puis ça a suivi son cours, hein, les traitements, les chimiothérapies, toute la panoplie. Qui vous a dit que la séropositivité venait de se transformer en maladie? Comment vous l'avez su? Je l'ai su déjà dès l'apparition des taches du Kaposi, moi tout ça. Voilà, j'ai déclaré la maladie en ayant les Kaposi, ça c'était. Et en plus, bon, il y avait pas un état de fatigue générale, mais il y avait, si vous voulez, il fallait soigner ce Kaposi. Donc dès que j'étais hospitalisé 1 mois, parce que bon, il y a eu tous les examens à faire, et là je l'ai su, on me l'a pas dit, hein, je l'ai su par moi-même, et puis je savais que j'étais malade du sida à partir de là, quoi. Et à partir de là, ça changeait votre... J'ai encore passé une frontière. C'était une autre frontière pour moi. Il n'y avait pas de retour. Il fallait que j'adopte une autre attitude devant la maladie. Au début, c'était devant une séropositivité latente. Et ensuite, bon, j'ai su que j'étais malade, donc il fallait que je m'adapte à cet état de fait. J'étais malade du sida. Donc comment réagir? Il fallait que je tactique de guerre, quoi. C'est simple, hein, la maladie comment dire, elle me coupe elle m'enlève la vie, ou alors c'est moi qui combat le plus longtemps possible. Bon, peut-être qu'elle est plus forte que moi, mais je combattrai jusqu'au bout. Ce traitement est fatigant. Oui. Ça vous fatigue? Oui, au niveau des jambes, bon, j'ai les jambes enflées, j'ai du mal à marcher, j'ai une grande fatigue générale. Et si vous voulez, j'ai l'impression bon, en plus, là, je suis obligé de prendre des calmants parce que j'ai mal partout. Partout, c'est musculaire, des moments, j'ai des crampes aux mains, ça me tétanise les mains, c'est des douleurs vraiment extrêmes alors. Ça fait que je prends
et calmants par obligation, qui sont assez forts. Alors c'est pour ça, bon, ça me met un petit peu dans le cirage. Mais autrement, ça va, quoi. C'est la réalité, parce que j'ai toujours aimé la vie, même si elle m'a toujours réservé des drôles de surprises. Mais je me dis, bon, bah, c'est comme ça, hein. Votre enfance, comment dire quelques mots? Ben, la DAS, à partir à l'âge de 18 mois. Jusqu'à ce que je tombe, du moins que je sois placé dans une famille polonaise. Vous m'avez dit que votre mère est décédée d'un cancer. Ma vraie mère. Votre vraie mère, donc vous avez connu votre vraie mère? J'ai connu ma vraie mère, mais plus comme une tante, parce qu'elle venait nous voir pour Pâques ou pour Noël, enfin... elle venait nous... C'était une brave femme, quoi. C'était une femme qui a gardé ses illusions jusqu'au bout, quoi. Enfin, c'était quelqu'un qui a cru un petit peu aussi à... qui a cru comment... qui aimait quelqu'un, qui aimait un homme, et puis bon, qui lui promettait toujours le mariage, mais ma foi, bon, à chaque fois il lui laissait un petit sur les bras, et puis il s'en allait, quoi. Alors ça fait que, bon, ça a commencé comme ça, elle n'a pas pu m'élever, et puis voilà, je me suis retrouvé à la DAS, donc le combat a commencé à l'âge de 18 mois, en fait. Votre père, vous l'avez connu? Mon père, je l'ai connu aussi, oui, il est allemand. Oui. Et puis j'ai un très mauvais souvenir de lui, parce que je pense que c'est quelqu'un je lui en veux pas, parce que j'en aurais peut-être voulu quelques années en arrière, mais maintenant, bon, ça fait partie un peu de ma philosophie de ne pas en vouloir, de pardonner. Une chose qu'il ne m'ait pas reconnu, bon, parce que mariage mixte, une Antillaise, un Allemand, soi-disant c'est sa famille qui voulait pas qu'il se marie avec une Antillaise, une femme typée. Donc cet homme, mon père génétique, il est venu me voir quand j'ai été opéré de la colonne vertébrale. J'ai eu une pose de 2 tiges d'Harrington. Donc je suis resté pendant 1 an allongé sans pouvoir bouger. Et il est donc venu me voir à Paris. Il a commencé à me faire la morale, qu'il fallait pas que je le juge, qu'il fallait pas... Alors moi, tout simplement, je lui ai répondu, mais de toute façon, j'ai pas envie de te juger. Tout simplement, je regrette qu'une seule chose, c'est que bon, tu ne m'es pas reconnu. On met un enfant au monde, on en assume la responsabilité, puisque je porte le nom de ma mère. Et bon, je lui ai dit la vérité simplement, que tu ne seras jamais mon père, même si tu es mon père génétique. Pour moi, tu seras un étranger, et tout ce que... Je te souhaite pas de mal, mais je te souhaite pas de bien non plus. Ça, c'était une réaction de môme de 12 ans. Et puis je lui ai dit, bon, maintenant, tu me laisses tranquille, je suis fatigué, tu pars, tu disparais de ma vie. Et c'est ce qu'il a fait, mais il a dit, tu sais, toi, tu sais pas ce que tu vas faire un jour dans ta vie, donc ne me juge pas et tout ça. Alors j'ai dit, oui, bon, pour l'instant, tu pars et je ne veux plus entendre parler de toi. C'était le seul rapport que j'ai eu avec mon vrai père. Donc vraiment sans importance. L'homme est sans importance. Un géniteur, voilà, c'est tout. Les traitements, c'est c'est pas une obligation, mais c'est pour moi, bon, bah, je sais qu'ils vont m'apporter quelque chose. C'est ça ou péricliter plus vite, hein. Bon, disons que bon, c'est sûr qu'une chimiothérapie, c'est quelque chose d'astreignant et de dur. La radiothérapie, non, parce que bon, c'est surtout c'est impressionnant au niveau, bon, ces rayons, comme ça dure 1 minute, mais ce flash et tout ça, on a un peu peur pour ses yeux, et puis, puis tout le contexte général, bon, quand du jour au lendemain, on se sent plus ou moins dépendant d'autres personnes, alors que, bon,
dans la tête, on ne veut pas, et on est obligé de se dire, mais il faut accepter quand même cette aide, parce que bon, on a beau avoir le moral, le corps, il ne suit plus. Mais dès qu'on passe de l'autre côté de la barrière, on voit les choses complètement différemment. Bon, soit on a envie d'être profane, justement pour un petit peu se préserver, un petit peu faire le bébête, ou alors on s'intéresse à tout ça, on s'intéresse et tout ça. Mais il y a toujours une appréhension. Bon, dire, tiens, allez, bon, je vais attaquer une chimiothérapie. Même si on sait exactement le protocole, ça fait peur quand même. Ça fait peur parce qu'on se dit, bon, c'est quand même des produits chimiques. Il y a toujours... moi, je me rappelle, bon, c'est une petite anecdote, mais il y avait l'infirmière qui le faisait, qui était adorable, hein, qui était gentille et tout ça, et puis qui était avec une élève infirmière, donc il fallait qu'elle lui... Alors elle lui disait comme ça, surtout, mets toujours bien des gants, parce que c'est des produits très toxiques, ça brûle. Et puis on a la première, et puis on a un protocole, c'est 10, c'est 15, et puis ma foi on le suit, hein. Soit on refuse, ou alors on le suit. Bon, moi je fais confiance à la médecine, je dis, la médecine je lui dois beaucoup, hein, il n'y a pas que le moral. Le moral c'est quelque chose d'important, parce que de toute façon, comme on dit, c'est l'esprit qui prime sur le corps. Et non, si on laisse le corps prendre le dessus, l'esprit... Après, l'esprit, il somnole et puis il se laisse aller et tout ça. C'est comme vous voyez, comme ces jours. J'étais fatigué parce que j'avais pas dormi toute la nuit d'avant. J'étais sous calmant, enfin des calmants qui étaient très forts. Et aujourd'hui, ça n'a pas été mieux. Parce que j'ai du mal à dormir. Non pas parce que je suis angoissé, tout ça, mais j'ai envie de faire des choses. En ce moment, j'écris. Donc, j'ai pas envie de perdre trop de temps. C'est un peu ça, parce que j'ai l'impression que dormir, c'est perdre son temps. D'ailleurs, j'ai toujours travaillé de nuit pour justement gagner du temps. Ici, oui, les gens sont formidables, hein, ils nous mettent tout de suite en confiance, vraiment formidables. Mais je pense que c'est pas partout pareil, loin de là, loin de là. Il y a des hôpitaux où les malades du sida sont reçus vraiment, comme je l'ai vu, ou les séropositifs. Bon, à la limite, ils ont peur de le dire, ils ont peur de le dire qu'ils sont séropositifs, parce que tout de suite, il y a ce côté, il a le sida, il est séropositif, il l'est montré du doigt. Les pompiers qui arrivent, qui clament, attention, il a le sida, patati, bon, les gants, mettez les gants, mettez... Alors comment la personne peut être rassurée, déjà? Elle se sent acculée avec cet état, j'ai le sida, je suis un monstre, ça se passe comme ça, Et pas dans des tas d'hôpitaux. C'est pas du tout discret. Le malade, quand il arrive dans un service, automatiquement il est tout seul. Il est comme dans un bocal, comme un poisson. Donc au niveau acoustique, les sons sont plus amplifiés. Il entend tout, le moindre. Il veut entendre pour savoir, bon, qu'est-ce qu'on va me faire. Donc il a à l'écoute, il a une écoute plus attentive que... Alors, tandis que les autres parlent normalement. Alors voilà, il est tout seul, et puis j'ai le sida, bon voilà, je suis un monstre, il va se replier sur lui-même, et si c'est le début, si c'est quelqu'un de fragile, eh bien il va plonger, et le corps médical, d'une certaine manière, est responsable. Le moral, il est au beau fixe, il est formidable. Et comme je vous disais, si ça pouvait s'exporter par camion,
40 tonnes, même 100 tonnes, eh ben je le ferai. C'est comme la Yougoslavie, parce que bon, il n'y a pas que le sida, hein, il y a ces gens qui souffrent en Yougoslavie. Bon, même dans mon état, tout ça, moi j'ai voulu faire ma petite part aussi, quand ils ont fait leur publicité, tout ça, pour qu'ils aient leur petite bougie, leur café pour Noël, enfin, 2-3 petits trucs pour agrémenter, parce que bon, ben j'ai fait aussi, j'ai fait deux petits colis pour ces gens, parce que avec un petit mot. Et puis voilà, ça m'a rendu heureux. Ça m'a rendu heureux, des petites choses comme ça. Alors si je pouvais faire des colis avec mon moral, justement, pour expliquer à ceux qui sont en train de craquer en ce moment, à ceux qui essayent d'aider aussi, aux médecins, aux infirmières, aux aides-soignantes, aux ASH, enfin tous ceux qui essayent de faire des efforts pour aider l'autre, en fait, pour mieux se comprendre et tout ça. Si je pouvais faire comme pour la Yougoslavie, envoyer une petite boîte avec comment dire, cette détermination à vivre et à combattre jusqu'au bout, et à sourire, et encore à donner, parce qu'on peut toujours donner. Même si on n'a pas, on peut encore donner. On trouve toujours dans un petit coin de soi-même un petit quelque chose qu'on peut donner. Même si c'est pas grand-chose, on peut encore le partager. Et ça, l'envoyer comme un petit colis, comme en Yougoslavie. Et voilà le colis. Et je vous remercie beaucoup en mon nom. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Au nom de ceux qui en bénéficieront.